Section 2 à travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 2 Languedoc, Gévaudan, Vivarais. Quand on franchit le Rhône d'Orient en Occident, entre Valence et Tournon, ou bien entre Avignon et Villeneuve, on rencontre une vaste contrée dont la plus grande partie se nomma jadis le Languedoc et qui se divise naturellement en trois régions. L'une, dont la pente est dirigée vers le Rhône et dont Nîmes est la ville principale, la seconde, dont les eaux vont directement à la Méditerranée et dont la capitale est Montpellier, la troisième qui, par le bassin de la Garonne, descend vers l'Atlantique et se groupe autour de Toulouse. La première, la seule dont je parlerai aujourd'hui, est toute continentale, montagneuse au nord, plate au midi. Partant du mont Lozère, qui, avec ses 1700 mètres, est le point culminant de la rude chaîne des Cévennes, elle est d'abord semée de roches volcaniques, coupée de ravins où roulent des torrents, mêlée de pâturages, de forêts, de cavernes, où les fauves et les hommes ont longtemps trouvé des refuges impénétrables. La bête du Gévaudan, qui paraît avoir été un loup d'une taille extraordinaire, a laissé de terribles souvenirs qui font encore trembler les enfants dans les veillées d'hiver. La plaine, assise sur un terrain jurassique, marie déjà les feuilles luisantes et découpées des mûriers à la verdure grêle et argentée des oliviers. Aussi, grande différence entre cette plaine et cette montagne. Dans les vallées profondes où bondissent les rivières, l'Ardèche, le Gard, le Gardon, des mines de charbon, de plomb, de fer, de cuivre, d'argent et même d'or, qui ont aggloméré des milliers d'ouvriers à Bessèges, Alès, la Grand-Combe, des usines métallurgiques qui remplissent la voulte de fracas et de fumée, des papeteries, des mégisseries, des filatures de soie qui enrichissent Annonay, des eaux minérales dont les plus célèbres sont celles de Vals. Mais peu de richesses agricoles, sinon les marrons et les moutons. La culture de la Garance y a été tuée par les couleurs tirées de la houille. Pourtant, à mesure que le niveau du sol s'abaisse, sa fertilité va croissant. Quand la France, dévastée par les guerres de religion, se prit à respirer et à renaître, c'est d'ici que partit la voix d'Olivier de Serres, qui, dans son théâtre d'agriculture et mesnage des champs, rappelait les Français au pacifique travail de la terre nourricière. C'est sur les bords du Gardon que Florian, un enfant du pays, capitaine de dragons et homme de cour dans la vie ordinaire, mais faiseur d'idylle à ses moments perdus, déroule, pour la plus grande joie des âmes sensibles, les amours d'Estelle et de Némorin. Il demande à être enseveli sous le grand alisier de son village, et il veut que les bergers d'alentour s'attendrissent en lisant l'épitaphe suivante, qui aurait tout l'air d'une épigramme si le poète ne l'avait composée lui-même. Dans cette demeure tranquille repose notre bon ami. Il vécut toujours à la ville, mais son cœur fut toujours ici. Contraste étrange de ces innocentes bergeries avec la rudesse et les traditions des lieux environnants. Car ce ne sont point des visions d'idylle qu'évoquent Nîmes et les Cévennes. Nîmes, sans doute aujourd'hui, avec ses fabriques de soieries et de tapis, avec son actif commerce de vin, Nîmes, berceau des coopératives de consommation non socialistes, nous apparaît laborieuse et paisible, sauf les jours où elle se rue aux courses de taureaux, ou bien heurte dans une élection politique ses partis turbulents. Vue du haut de la Tourmagne, avec ses toits presque plats couleur d'ocre, sa banlieue poudreuse et ensoleillée, elle semble un morceau de Toscane égaré en France. Mais quelle destinée tragique elle a traversée au cours des siècles, ainsi que tout le pays environnant. Au temps des Romains, elle est prospère, brillante. Elle a son Capitole, son champ de Mars, son aqueduc, dont le fameux pont du Gard est un débris grandiose, des arènes monumentales qui ont bravé les ans et les sièges, des temples dont la maison carrée peut donner une idée, sa fontaine ombreuse et murmurante où règnent toujours Diane et ses nymphes. Elle est la patrie des Antonins, qui furent les plus humains des empereurs,
et c'est pourquoi, je pense, le nom d'Antonin n'y est point rare. Elle a subi et gardé l'empreinte romaine. Elle est, comme Arles, un musée vivant. L'air qu'on y respire est, en quelque sorte, imprégné de ce passé latin. Qui s'étonnera que ces enfants soient prédestinés à l'érudition, comme Nico, l'auteur d'un trésor de la langue française et l'introducteur du tabac en France, à l'archéologie, comme Cour de Gébelin, à la résurrection élégante de l'Antiquité classique, comme Gaston Boissier, le dernier secrétaire perpétuel de l'Académie française, viennent les invasions barbares. La cité trop riche est pillée, ravagée, à demi détruite. On assure qu'elle tombe à 400 habitants. Elle se relève lentement. Devenue ville française, alors que sa voisine et rivale, Montpellier, est ville catalane, elle est pour cela même dotée de privilèges. Elle devient un grand comptoir de marchands et banquiers italiens. Elle a l'avantage d'être sur la route d'Aigues-Mortes, le seul port qui serve encore de débouché au royaume de France sur la Méditerranée. Mais ces temps héroïques approchent sans qu'elle s'en doute. La Réforme, qui se propage le long du Rhône, parmi la population pauvre des montagnes et des faubourgs, conquiert Nîmes en même temps que les Cévennes. Et dès ce moment, une nouvelle empreinte religieuse, calviniste, austère, se superpose à l'empreinte antique. Adieu la tranquillité. Les guerres fratricides entre catholiques et protestants ensanglantent toute la région. À peine une trêve sous Henri IV. Puis, en 1629, Privas est rasé comme coupable d'hérésie et de rébellion envers sa majesté très chrétienne, le roi Louis XIII. Après quoi, c'est la révocation de l'édit de Nantes qui a vainement essayé de faire vivre côte à côte les deux sectes ennemies. C'est la grande persécution des réformés, l'oppression des consciences par les pieuses atrocités des dragons, par le pillage des maisons suspectes, par le rapt des enfants. C'est la ruine du pays par la destruction méthodique des villages et par l'émigration en masse. Les réfugiés s'éparpillent en Suisse, en Hollande, en Angleterre, en Danemark, en Brandebourg. Ils s'en vont porter au dehors leur industrie et leur ténacité. À Genève, comme à Lausanne, il y a un petit Languedoc. Il est de Nîmes, ce Jacques Saurin, le plus grand orateur de la chaire protestante, dont l'éloquence sévère, qui se déploie aux Pays-Bas, est quand même éclairée, échauffée par un rayon du soleil du midi. Il est de Nîmes, ce passeur court, qui fonde en Suisse une école de martyrs, une pépinière de jeunes et volontaires condamnés à mort, qui vont être les pasteurs du désert. Le désert. C'est le temple en plein air où s'assemblent les Cévenols, c'est la lande solitaire où bergers et quart d'heure de laine, chassés de leurs cabanes démolies ou incendiées, viennent en cachette prier et chanter des psaumes. On les y poursuit, on les y massacre. On pend, on brûle, on envoie au bagne ceux qu'on peut prendre. En maint endroit, vous pouvez voir encore au creux de quelques rochers les cavernes où les huguenots se blottissaient comme des oiseaux de nuit. Et alors, curieux et naturel effet du désespoir, surgit une épidémie de miracles, une sorte de folie mystique qui est contagieuse. Des fillettes, des enfants presque à la mamelle, se mettent à prophétiser en français dans la langue de leur Bible. Puis une résistance s'organise. Des hommes du peuple, Vivens, Roland, Cavalier, des femmes qui manient la pique et le fusil, osent faire la guerre aux troupes du grand roi. Il ne faut pas moins que Villars, le vainqueur de Denain, pas moins que des trahisons et des concessions multiples pour mettre fin à cette merveilleuse épopée de va-nu-pieds que fut la révolte des Camisards. Certes, les caractères énergiques n'ont jamais manqué dans la contrée, témoin ce chevalier d'Assas qui se fait tuer si simplement pour sauver un corps d'armée, témoin ce Montcalm qui meurt glorieusement au Canada avec la domination française. Mais il semble que le courage de cette population si durement éprouvée se manifeste volontiers sous des couleurs sombres, avec une violence froide où survit l'âpreté des haines théologiques. Les divisions politiques se greffent ici sur des divisions confessionnelles. En 1815, Trestaillon et les bandes royalistes de la Terreur blanche courent sus aux réformés qui, malgré tout, se sont maintenus. À Nîmes, durant longtemps,
On n'a pas osé jouer l'opéra des Huguenots, les spectateurs se seraient entremangés. En 1848, les Blancs sont des catholiques et les Rouges des protestants ou des Israélites, comme Crémieux. Les historiens nés dans ce milieu surchauffé paraissent enclins à compter les épisodes les plus dramatiques des luttes religieuses. Guizot a étudié la Révolution faite par les puritains d'Angleterre. Ernest Denis a mis en lumière l'héroïsme des Hussites de Bohême, précurseurs de la Réforme. Tout ce pays reste un réservoir de passions ardentes, de vertus austères, de convictions solides, d'énergie concentrée. Fin de la section 2.